Mes parents ont encore choisi mon frère, ratant ma remise de diplôme. Mais cette fois, leur départ pour sale crise a été le mien aussi. Je suis parti pour de bon. 8 ans plus tard, ils l'ont découvert. Je veux vous parler de la façon d'anticiper une chose si précisément que, lorsqu'elle arrive, cela ressemble moins à une surprise qu'à une confirmation. J'attendais l'appel de Cédric depuis une semaine. Non pas parce que j'avais des informations spécifiques, mais parce que j'avais une connaissance spécifique de mon frère, ce qui est différent et, d'une certaine manière, plus fiable. Je l'avais observé agir pendant 23 ans avec l'attention particulière de quelqu'un qui a appris que comprendre le schéma est la seule protection disponible quand on ne peut pas changer les conditions qui le produisent. Et le schéma était cohérent, chaque fois que quelque chose d'important était sur le point de m'arriver, quelque chose d'urgent arrivait d'abord à Cédric. Ma remise de diplôme était dans 14 heures. Je surveillais mon téléphone depuis lundi. Je m'appelle Solène Duval. J'ai 23 ans et je termine un diplôme en commerce appliqué et technologie à l'Université de Lyon, où j'ai été admise sur dossier académique et que j'ai fréquenté grâce à une bourse que j'ai demandée sans en parler à mes parents. J'ai appris très tôt que les réussites annoncées à l'avance avaient tendance à se compliquer dans ma famille, et j'avais appris à protéger ce qui m'importait en ne le rendant pas visible tant que ce n'était pas déjà fait. Demain était l'exception. Demain était censé être visible. J'avais réservé 4 places dans la section familiale pour mes parents, Alain et Claire, pour mon frère, Cédric, et pour ma tante Corinne, qui m'avait appelé 3 fois pour confirmer sa présence et le pensait sincèrement à chaque fois. J'avais réservé ces places il y a 6 semaines et je portais cette réservation à l'esprit, comme on porte quelque chose de fragile, en étant constamment consciente, prudente, espérant que la distance jusqu'à la destination était plus courte que la probabilité que quelque chose tourne mal. L'appel est arrivé à 21h42. Les urgences de Cédric ont une texture spécifique que j'ai appris à reconnaître, comme les météorologues apprennent à lire les systèmes de pression. Celle-ci était financière. Une situation avec un propriétaire, un paiement manqué, une menace de conséquences immédiates qui exigeait la présence parentale, les ressources parentales et l'attention parentale ce soir, spécifiquement ce soir. D'une manière qui ne pouvait pas attendre après une cérémonie de remise de diplôme qui était à 14 heures. J'ai entendu les voix de mes parents en arrière-plan avant que Cédric ne finisse d'expliquer. Ils étaient déjà là. Il les avait appelés avant de m'appeler, ce qui est la séquence qui vous dit tout sur la structure de priorité de l'urgence. Alain a pris la ligne après Cédric. Sa voix avait la qualité spécifique qu'elle prend lorsqu'il a déjà pris une décision et qu'il gère maintenant ma réception de celle-ci. Apologétique, chaleureux, passant rapidement de la partie où je pourrais objecter à la partie où il me rassure que l'objection n'est pas nécessaire. Ils étaient tellement désolés. Ils se rattraperaient. Il y aurait une fête après un dîner. Ils regarderaient l'enregistrement de la cérémonie ensemble. Ils étaient si fiers de lui, de moi. Ils étaient si fiers de moi. Je lui ai dit que je comprenais. Je l'ai dit clairement et sans la nuance qui aurait invité à d'autres réassurances. J'ai dit bonne nuit. J'ai mis fin à l'appel. Puis je suis resté assise à mon bureau pendant un moment. Je veux vous parler des 18 mois avant cet appel téléphonique, car l'appel n'a pas eu lieu isolément. Il y a 3 ans, j'ai commencé à prêter attention au schéma de manière systématique. Non seulement en le notant, mais en le documentant. Cédric a toujours communiqué avec insouciance sur plusieurs plateformes. L'insouciance spécifique de quelqu'un qui n'a jamais développé la discipline que les conséquences enseignent. Et pendant 18 mois, j'avais rassemblé une collection qui documentait ce que j'avais toujours soupçonné, mais jamais pu prouver. Les crises n'étaient pas des accidents. Elles étaient chronométrées. Des messages entre Cédric et des amis, des messages à lui-même dans des applications de notes qui s'étaient synchronisées sur une tablette familiale partagée, des discussions de planification qui plaçaient ces urgences à proximité délibérée de mes moments. J'avais tout. J'étais assise sur tout cela depuis 6 mois, essayant de décider quoi en faire. L'appel téléphonique a pris la décision pour moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai compilé la documentation dans un seul fichier, organisé par date, avec des références croisées, aussi claires et lisibles que possible. J'ai écrit une ligne d'objet, vous devriez savoir ceci. Je l'ai adressé à mes 2 parents. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai ouvert un deuxième email à mon conseiller pédagogique confirmant que ma présentation de projet de fin d'études était toujours prévue pour 11 heures. J'ai réglé mon réveil. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé dormir.
Je me suis réveillé à 6h30 sans difficulté. Cela vaut la peine d'être noté, car la nuit précédant un événement important est généralement le moment où l'esprit décide de vérifier tout ce dont il est incertain. Passer en revue les imprévus et les possibilités jusqu'à ce que l'alarme soit un soulagement plutôt qu'une interruption. Je n'ai rien eu de tout cela. Les décisions étaient déjà prises, et les décisions prises n'exigent pas le même traitement que celles en attente. J'ai dormi le sommeil de quelqu'un qui a terminé la partie difficile et attend maintenant simplement le matin. J'ai pris ma douche. J'ai fait du café. J'ai repassé ma toge de remise de diplôme avec le fer que j'avais emprunté à ma voisine spécifiquement à cet effet et je l'ai accroché au dos de ma porte où je pouvais la voir en prenant mon petit déjeuner. J'ai fait ces choses en séquence et sans hâte, car je m'étais donné suffisamment de temps et j'avais l'intention de l'utiliser correctement. Puis j'ai vérifié mon téléphone. 2 appels manqués d'Alain, tous 2 après minuit. Un SMS de Claire envoyé à 1h17, Solène, nous avons reçu ton email. S'il te plaît, appelle-nous quand tu te réveilleras. Nous t'aimons. Un message de Cédric envoyé à 23h50 que j'ai lu une fois et mis de côté pour plus tard. Rien de Corinne, ce qui signifiait qu'elle dormait ou était déjà en route, et j'ai choisi de croire la dernière option. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis allé chercher ma toge. La cérémonie a eu lieu dans le grand hall de l'université, un espace haut de plafond qui se remplit d'une qualité acoustique spécifique lorsque plusieurs centaines de personnes en tenue de cérémonie tentent de contenir leur anticipation collective. J'avais été dans ce bâtiment des dizaines de fois pour des cours et des évaluations, et une fois pour un appel disciplinaire au nom d'un camarade de classe, mais il avait l'air différent aujourd'hui. Tout semblait différent quand on comprenait que c'était la dernière fois. J'ai trouvé ma place dans la file des diplômés et j'ai fait ce que je m'étais dit que je ne ferais pas, c'est-à-dire regarder de l'autre côté du hall vers la section familiale avant le début de la cérémonie. Les 4 sièges que j'avais réservés étaient vides. Le siège de Corinne était vide aussi, ce qui signifiait que quelque chose s'était passé avec son voyage. Elle m'a envoyé un message plus tard, une annulation de train. Elle était dévastée. Elle avait tout essayé. Je l'ai cru parce que jamais, de mémoire d'homme, elle n'avait dit qu'elle serait quelque part et ne s'y était pas rendue sans une raison valable. J'ai regardé les 4 sièges vides un instant. Puis j'ai regardé la file des diplômés et j'ai redressé ma toge et j'ai attendu que ma rangée soit appelée. Je veux vous dire ce que l'on ressent en traversant une scène de remise de diplôme lorsque la section que vous avez réservée est vide, car je pense que les gens supposent que cela doit être dévastateur et la vérité est plus compliquée que cela. C'est solitaire. Cette partie est exacte et je ne la minimiserai pas. Il y a une solitude spécifique à un moment public sans personne présente qui vous appartienne. Et je l'ai ressenti lorsque mon nom a été appelé et que j'ai marché et que j'ai serré la main du doyen et que j'ai reçu mon diplôme. Je l'ai ressenti clairement et je me suis permis de la ressentir parce que la supprimer aurait exigé une énergie que je préférais dépenser pour ce qui allait suivre. Mais le moment était aussi entièrement le mien d'une manière qu'il n'aurait peut-être pas été autrement. Personne dans ce hall n'avait de droit sur lui. Personne ne regardait et ne se sentait fier d'avoir regardé. C'était juste mon nom et ma marche et mon diplôme et les 4 années de travail qu'il avait produit. Sans la médiation de la présence de quelqu'un d'autre ou du récit de quelqu'un d'autre sur ce que cela signifiait. J'ai porté les 2 choses sur scène. La solitude et la plénitude. Elles n'étaient pas contradictoires. La salle de séminaire était adjacente au grand hall, au bout d'un couloir que la plupart des diplômés traversaient en se rendant à la réception post-cérémonie. J'y suis entré à 10h58 et j'ai trouvé mon conseiller pédagogique, 2 juges d'affaires externes, et une 3e personne que j'ai reconnue du bureau de développement de projet, que je ne m'attendais pas à y trouver. Et dont la présence a été expliquée par mon conseiller avec une brève expression satisfaite qui m'a dit qu'il l'avait arrangé délibérément et qu'il en était satisfait. J'ai installé mes matériaux et j'ai présenté la plateforme d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement que je développais depuis 2 ans. Je l'ai présenté comme je présente tout, sans performance, juste avec précision, laissant le concept se porter lui-même, car je l'avais construit pour qu'il se porte lui-même, et il l'a fait. Le représentant du capital risque a posé 11 questions. J'ai répondu aux 11 complètement. Lorsque le panel a conclu, il m'a tendu sa carte et m'a dit d'appeler avant la fin de la semaine. J'ai déjeuné seul dans un restaurant que j'avais choisi 6 semaines auparavant pour cette occasion. J'ai commandé ce que je voulais. J'ai mangé sans hâte et sans vérifier mon téléphone jusqu'à ce que l'addition arrive. Mes parents avaient appelé 3 fois de plus. Je suis retourné à ma voiture dans la lumière de l'après-midi, mon diplôme dans mon sac, la carte du représentant du capital risque dans ma poche,
et j'ai pris une décision qui se formait depuis plus longtemps que je ne l'avais admis. Je quittais la ville. L'écosystème de capital risque dont j'avais besoin était ailleurs, et j'avais utilisé la proximité avec ma famille comme une raison de rester, ce qui venait de démontrer de manière concluante que ce n'était pas une raison du tout. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement et j'ai écouté les messages vocaux de mes parents en séquence. Le premier était apologétique. L'urgence, la situation inévitable. Ils étaient tellement désolés. Le dîner aurait lieu. Ils regarderaient l'enregistrement ensemble. Le second était différent. La voix d'Alain était plus calme que dans le premier message. Le calme spécifique d'un homme qui a lu quelque chose qui l'a obligé à s'asseoir avant de continuer. Nous avons reçu ton email. Cédric dit que les messages sont fabriqués. Nous aimerions en parler, Solène. S'il te plaît, appelle-nous. Le troisième était Cédric, non pas apologétique, non pas explicatif. La voix de quelqu'un qui a été confronté à une documentation qu'il ne peut pas immédiatement recadrer et qui a choisi l'agression comme réponse. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Tu veux détruire cette famille? Bien, ne reviens pas. J'ai écouté les 3 messages assise dans la même chaise où j'avais envoyé l'email la veille. Puis j'ai pris la carte du représentant du capital risque et je l'ai regardée un instant. Puis je l'ai posée sur mon bureau où je la verrai dès le matin et je suis allé commencer à faire mes valises. J'ai appelé le représentant du capital risque un jeudi. Son nom était Olivier Fournier et il a répondu avec l'efficacité de quelqu'un qui reçoit un nombre important d'appels et a appris à identifier dans les 30 premières secondes si l'appelant vaut la peine d'une conversation complète. J'ai dû franchir le seuil qu'il appliquait parce que les 30 secondes sont devenues 40 minutes et à la fin, il m'avait invité à une session de présentation formelle à son bureau dans une ville à 3 heures de route. La semaine suivante, j'ai confirmé le rendez-vous. Puis j'ai fini de faire mes valises. Je veux vous raconter les 8 années telles qu'elles ont été, c'est-à-dire sans la clarté compressée que la rétrospective produit. Elles n'ont pas été une ligne droite. Elles n'ont pas été un montage. Elles ont été 8 années de jours spécifiques qui se sont accumulés en quelque chose de significatif. Et la signification n'est devenue pleinement visible qu'à la fin. Le déménagement a eu lieu dans les 6 semaines suivant la remise des diplômes. J'ai conduit jusqu'à une ville où je connaissais 2 personnes professionnellement et personne personnellement, et j'ai loué un appartement meublé plus petit que mon logement universitaire et j'ai commencé le processus de présentation avec le bureau d'Olivier. Le programme formel auquel il m'a connecté a fourni des ressources de démarrage et un mentorat structuré, pas assez pour supprimer toute la pression. Mais suffisamment pour rendre la première phase viable si je travaillais avec une discipline de concentration spécifique que la pression produit chez les personnes qui y répondent en travaillant plutôt qu'en se figeant. J'ai répondu en travaillant. La plateforme que j'avais appelée concept d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement dans la salle de séminaire de ma remise de diplôme est devenue solution Arcti, nommée pour la précision impliquée par l'Arctique. La directionnalité claire du vrai Nord. Je l'ai construite avec 2 collègues que j'ai recrutés de mon réseau universitaire en première année, un développeur de système nommé Baptiste, qui avait 2 ans de moins que moi et que j'avais brièvement encadré et dont je comprenais les capacités. Et une spécialiste des opérations nommée Aurélie, qui était une camarade de classe et qui avait l'intelligence pratique spécifique qui fait fonctionner les systèmes dans le monde réel plutôt que seulement dans les environnements de développement. Nous 3 avons construit la première version viable de la plateforme en 14 mois. Elle n'était pas parfaite. Elle était fonctionnelle et démontrable. Et lorsque nous l'avons montrée à notre premier client potentiel, une entreprise de logistique de taille moyenne dont j'avais cartographié les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement pendant le processus de présentation, ils ont signé un accord d'essai dans la semaine. Les 3 premières années ont été les plus difficiles, de la manière spécifique que la construction de choses à partir de rien n'est difficile. Pas de manière dramatique, pas avec des points de crise évidents, mais avec la difficulté soutenue des décisions quotidiennes prises sans certitude et des efforts soutenus faits sans garantie. J'ai travaillé plus d'heures que ce n'était probablement sain et moins que ce que je sentais nécessaire. Et quelque part dans l'écart entre ces 2 chiffres, Arcti est devenu quelque chose qui pouvait se tenir debout. En 4e année, nous avions 11 clients. En 5e année, 23. Le taux de parrainage de la plateforme, le pourcentage de nouveaux clients qui venaient par recommandation de clients existants, m'a dit la chose la plus importante que je devais savoir. À savoir que le produit fonctionnait suffisamment bien pour que les gens qui l'utilisaient veuillent que d'autres personnes l'utilisent. J'ai levé un tour d'investissement institutionnel en 5e année qui a financé la phase de développement suivante et a amené une petite équipe de direction.
Baptiste et Aurélie ont évolué vers des rôles qui leur convenaient. J'ai évolué vers le mien. La communication avec ma famille pendant les 8 années a été minimale et gérée. J'ai répondu aux messages d'Alain et Claire périodiquement, brièvement, professionnellement, à des intervalles suffisamment longs pour que les réponses ne puissent pas être confondues avec une ouverture aux conversations qu'ils essayaient d'avoir. Je leur ai dit que j'allais bien. Je leur ai dit que le travail progressait. Je ne leur ai rien dit d'Arcti parce qu'Arcti était à moi d'une manière que leur connaissance de celle-ci aurait compliqué. Et j'avais appris à protéger les choses qui m'importaient. Je n'ai pas répondu à Cédric. Ce que j'ai appris sur Cédric pendant ces 8 années est venu par les canaux indirects que l'information emprunte lorsque les familles partagent un réseau de parents éloignés et de connaissances professionnelles. En 6e année, Alain a donné à Cédric le contrôle opérationnel de l'entreprise de distribution familiale, l'entreprise qu'Alain avait bâtie pendant 30 ans, celle qui avait financé le foyer dans lequel j'ai grandi. Celle pour laquelle Cédric n'avait jamais montré d'intérêt soutenu jusqu'à ce qu'elle représente une opportunité d'être vu comme le fils qui était resté. J'ai noté cela quand je l'ai entendu. Je l'ai classé dans la catégorie des choses qui n'étaient pas mon problème et je suis retourné au travail. En 7e année, la catégorie a nécessité une révision. Les informations arrivant par les canaux indirects avaient changé de qualité, détérioration des relations avec les fournisseurs, départ de personnel, conditions contractuelles que les contacts de l'industrie décrivaient, lorsque je posais des questions prudentes. Comme l'exposition spécifique à la responsabilité de quelqu'un qui avait signé des accords sans lire les clauses d'indemnisation. L'entreprise de distribution qu'Alain avait passé 30 ans à construire était en train d'être démantelée par une personne qui avait passé 30 ans à regarder quelqu'un d'autre la construire et avait conclu que regarder constituait une préparation. En 8e année, Alain a engagé un cabinet de conseil en affaires. Je le savais parce qu'Olivier Fournier, qui était resté un contact professionnel périphérique au fil des ans, l'a mentionné en passant lors d'un événement industriel, sans connaître le lien familial. Notant simplement qu'une entreprise de distribution régionale figurait sur la liste des clients en difficulté du cabinet de conseil et qu'il cherchait des partenaires stratégiques ayant des capacités sectorielles pertinentes. Je l'ai remercié pour l'information et je suis passé à la conversation suivante. 3 semaines plus tard, mon assistante exécutive a déposé une demande de réunion formelle sur mon bureau. J'ai lu le nom de l'entreprise. J'ai lu les noms des dirigeants indiqués comme partie demanderesse. J'ai posé le document. Puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai rappelé. Confirmer la réunion, ai-je dit. Dans ma salle de conférence. Je la prendrai moi-même. Je me suis donné une semaine. Non pas pour décider si je devais prendre la réunion. Cette décision a été prise au moment où j'ai lu les noms des dirigeants sur le formulaire de demande, mais pour faire ce que je fais toujours avec les situations qui comptent. Travailler sur le tableau complet avant d'entrer dans la pièce. Des informations incomplètes sont la variable qui produit les résultats que vous n'aviez pas prévus. Et j'ai passé 8 ans à construire une entreprise sur le principe que la préparation est l'endroit où le résultat est réellement déterminé. J'ai effectué ma propre due diligence sur l'entreprise de distribution de la même manière que je le ferais pour tout partenaire stratégique potentiel. Dossier public, dossier de crédit, historique des relations avec les fournisseurs, changement de personnel enregistré via les bases de données de l'industrie, litige contractuel qui était entré dans un quelconque dossier public. J'ai été systématique et j'ai été approfondi et je l'ai fait sans permettre à la dimension familiale de biaiser l'analyse dans aucune direction, ce qui a exigé plus de discipline que le travail professionnel n'en exige habituellement, mais pas plus que ce dont je disposais. Ce que j'ai trouvé a confirmé la forme de ce que j'avais assemblé à partir des canaux indirects au cours des 2 dernières années. L'entreprise qu'Alain avait construite en 30 ans avait un noyau viable, des relations établies avec les fournisseurs qui avaient encore de la valeur malgré les dommages, une infrastructure physique saine, une clientèle régionale qui s'était contractée mais ne s'était pas effondrée. Ce que Cédric avait fait n'était pas terminal. C'était grave et c'était étendu et c'était le genre spécifique de dommages qui proviennent de quelqu'un prenant des décisions importantes sans la compréhension fondamentale que les décisions exigeaient. Mais c'était récupérable dans les bonnes conditions. J'ai noté cela avec la même neutralité professionnelle que j'appliquerais à toute analyse d'actifs en difficulté. Puis j'ai mis de côté l'analyse professionnelle et j'ai pensé à l'autre chose. J'ai pensé à l'email que j'avais envoyé la veille de la remise des diplômes, à la documentation compilée, aux 18 mois de preuves rassemblées, à la ligne d'objet aussi directe que possible. Je l'avais envoyé parce que je croyais que mes parents méritaient des informations précises sur leur fils cadet, et parce que je n'avais plus de raison de les en protéger.
Puis j'ai pensé au message vocal d'Alain. Cédric dit que les messages sont fabriqués. Nous aimerions en parler, Pad. Nous avons lu ceci attentivement et nous avons besoin de temps pour le comprendre. Pad, c'est difficile et nous voulons vous entendre directement. La première réponse à des preuves documentées avait été de relayer la caractérisation de Cédric des preuves et d'inviter Solène à les défendre. Je ne les avais pas défendues. J'avais fait mes valises à la place, pendant 8 ans. Je ne m'étais pas permis de réfléchir à ce que ce message vocal signifiait dans toutes ses dimensions parce que le faire aurait exigé une énergie dont Artie avait besoin. Je l'avais classé dans la catégorie des choses réglées et j'étais passé à autre chose. Mais la demande de réunion avait rouvert le dossier et j'allais regarder clairement ce qu'il contenait avant d'entrer dans cette salle de conférence. Ce qu'il contenait était simple. Mes parents avaient reçu la preuve et avaient choisi de remettre en question la preuve plutôt que de remettre en question Cédric. C'était une décision, pas une omission. Cela avait eu des conséquences que 8 ans n'avaient pas inversées et qu'une réunion d'affaires n'allait pas inverser non plus. J'étais clair à ce sujet avant la réunion. Je voulais être clair à ce sujet avant la réunion afin de ne pas devenir confuse à l'intérieur de celle-ci. J'ai demandé à mon assistante de préparer la salle de conférence avec les matériaux de présentation standard d'Artie. Rien d'inhabituel, rien de mis en scène pour produire un effet, juste la pièce que nous avions construite pendant 8 ans, présentée telle qu'elle était. Puis je suis allé à mon archive de bureau et j'ai sorti un dossier que je n'avais pas ouvert depuis plusieurs années. Les diapositives du projet de fin d'études, l'évaluation écrite du jury de faculté, les notes d'évaluation initiale du représentant du capital risque de la session de présentation formelle avec le bureau d'Olivier, le concept original et la forme qu'il avait avant de devenir Artie. Avant Baptiste et Aurélie et 14 mois de développement et 11 clients puis 23 et puis le tour institutionnel et l'équipe de direction et tout ce qui a suivi. J'ai lu les diapositives une fois. Le concept était plus brut que ce qu'Artie était devenu, nécessairement parce qu'il s'agissait de 2 ans de développement plutôt que de 8. Mais le cœur de cela était là, clairement articulé, la même idée que mes parents avaient qualifiée d'irréaliste lors d'un dîner de famille 18 mois avant la remise des diplômes. J'ai mis le dossier dans mon sac pour l'apporter à la réunion. Pas pour eux, pour moi. Un document que je voulais sur la table dans la pièce où la conversation avait lieu. La veille de la réunion, mon téléphone a affiché un message d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Je l'ai ouvert. Cédric, bref, direct, le ton de quelqu'un qui a calculé que la franchise le servait mieux que l'approche qui n'avait pas fonctionné. Je sais que tu es le PDG qu'il rencontre demain. C'est moi qui ai organisé ça. Viens à la réunion et nous parlerons de ce qu'il faut pour que tu partes. Il est encore temps de laisser tomber. Je l'ai lu 2 fois. L'hypothèse spécifique dans le message selon laquelle ma présence à la réunion était organisée autour de Cédric, que l'histoire était toujours structurée avec lui au centre. Que ce que j'avais construit en 8 ans était quelque chose que je pourrais abandonner en échange des conditions qu'il offrait. Cela m'a dit tout ce que je devais savoir sur le peu de choses qui avaient changé et le peu de choses qui allaient changer. J'ai posé mon téléphone face cachée sur mon bureau. J'ai terminé de revoir les documents de préparation pour le matin. J'ai organisé le dossier de remise des diplômes dans mon sac. J'ai réglé mon réveil pour 6h30. Puis je suis allé dormir et le sommeil est venu sans difficulté car les décisions étaient déjà prises et les décisions prises n'exigent pas le même traitement que celles en attente. J'avais appris cela la nuit de ma remise des diplômes, il y a 8 ans. J'étais à mon bureau à 7h15. Non pas parce que la réunion l'exigeait. Elle était prévue pour 10 heures, mais parce que les matins tôt avant les jours importants ont toujours été les heures où je pense le plus clairement, et je voulais cette clarté disponible avant que la pièce ne se remplisse de tout ce que la réunion allait contenir. J'ai passé en revue les documents de présentation une fois. J'ai passé en revue le dossier de due diligence une fois. J'ai regardé le dossier de remise des diplômes dans mon sac et je l'ai laissé là. Puis j'ai travaillé sur d'autres choses jusqu'à 9h45 car Artie avait une opération complète qui ne s'arrêtait pas pour mon histoire personnelle et je ne lui demandais pas de le faire. À 9h50, mon assistante m'a envoyé la notification. Le représentant du cabinet de conseil était arrivé avec les clients et ils étaient conduits à la salle de conférence. Je lui ai donné 8 minutes. Non par drame, mais par la même cadence délibérée que j'applique à chaque réunion importante. Entrer dans une pièce est le moment où l'on établit le type de présence que l'on va y avoir. Et j'ai appris que les 2 minutes avant d'entrer comptent autant que les 2 premières minutes après. J'ai utilisé les 8 minutes pour confirmer que je portais la version de moi-même que j'avais construite en 8 ans plutôt que toute version plus ancienne que le matin pourrait essayer de faire surface.
Puis j'ai pris mon sac et j'ai marché dans le couloir jusqu'à la salle de conférence et j'ai ouvert la porte. La salle était l'espace de réunion Standard Arcti. Le nom de l'entreprise et la marque de la plateforme sur le mur derrière l'écran de présentation. Les documents d'étude de cas à chaque siège. Le dossier de présentation chargé et visible. 8 ans de construction présents dans chaque élément sans nécessité d'annonce. Le représentant du cabinet de conseil était assis à gauche. 2 chaises à côté de lui étaient occupées. Alain a levé les yeux le premier. Il a 67 ans et les 8 années ont laissé leur empreinte spécifique sur lui. Non pas dans une seule chose visible, mais dans l'agrégat de petits changements qui s'accumulent lorsqu'une personne porte plus que ce qu'elle attendait pendant plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. La reconnaissance a pris 2 secondes, ce qui était plus rapide que ce que j'avais anticipé et plus lent que celle de Claire. Ma mère avait toujours traité les informations situationnelles plus rapidement que mon père. Elle avait reconnu la pièce avant de me reconnaître, la marque, l'ampleur de celle-ci, la qualité de ce qui l'entourait, et au moment où ses yeux ont atteint mon visage, elle avait déjà commencé la révision d'un nombre significatif d'hypothèses. Ce qu'il y avait sur son visage quand elle a terminé n'était pas une expression que j'avais vue sur elle auparavant. C'était le regard spécifique d'une personne qui est arrivée sans carte à une destination qu'elle ne savait pas qu'elle allait atteindre et la trouve à la fois plus grande et plus spécifique que tout ce qu'elle aurait pu préparer. J'ai présenté mon nom et mon rôle au représentant du cabinet de conseil. J'ai serré sa main. J'ai salué mes parents d'un signe de tête professionnel et sincère qui ne portait rien de plus dans aucune direction. Je les ai invités à s'asseoir. Nous nous sommes assis. La réunion a commencé. J'ai présenté Arcti comme je le présente à tout partenaire potentiel, clairement, séquentiellement, avec les documents d'étude de cas faisant le travail pour lequel les documents d'étude de cas sont conçus. J'ai détaillé les capacités de la plateforme, l'expérience sectorielle pertinente, le cadre de restructuration qu'Arcti avait appliqué à des entreprises opérationnelles en difficulté comparable et quels en avaient été les résultats. Je n'ai pas regardé mes parents plus que la courtoisie professionnelle de la réunion ne l'exigeait. Je présentais à la salle, qui les incluait, et j'ai accordé à la salle toute mon attention. Lorsque la présentation s'est terminée, j'ai ouvert mon sac et j'ai posé le dossier de remise des diplômes sur la table. Je leur ai indiqué la date sur la couverture. Je ne l'ai pas expliqué. Je l'ai ouverte et j'ai placé l'évaluation écrite du panel de la faculté à côté, ainsi que les notes d'évaluation du représentant du capital risque et les diapositives du concept original, la plateforme d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement sous sa forme de diplôme. L'idée qui est devenue tout ce qui nous entourait dans la pièce. Je les ai laissés regarder la date sur les diapositives et faire le calcul eux-mêmes. Alain a pris le document du concept original. Il a lu la première page. Il a regardé la marque de la plateforme sur le mur derrière moi. Il a relu la première page. Claire a dit mon nom, juste mon nom, comme elle le disait quand j'étais jeune et que j'avais fait quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore les mots. Non pas un appel à l'attention, non pas une préface à une phrase, juste le nom lui-même comme seul langage disponible. J'ai attendu. Le téléphone du représentant du cabinet de conseil a vibré et il s'est excusé pour prendre l'appel, ce qui nous a laissés tous les trois dans la salle de conférence, la porte fermée et le dossier de remise des diplômes sur la table entre nous. Alain a posé le document du concept avec précaution. Comme les gens posent des choses qu'ils comprennent être importantes. Puis il m'a regardé par-dessus la table avec l'expression d'un homme qui a passé 8 ans du mauvais côté d'une décision qu'il peut maintenant voir dans son intégralité. Il a demandé, « Tu savais que ce serait nous quand tu as confirmé la réunion ?» J'ai regardé mon père. « Oui, ai-je dit. » Il a hoché la tête lentement. Le hochement de tête d'un homme recevant une réponse qu'il connaissait déjà mais qu'il avait besoin de confirmer. « Alors pourquoi nous as-tu laissé venir ?» J'ai pris mon stylo. « Parce que vous méritez de le voir, ai-je dit. De la même manière que je méritais que vous le voyiez il y a 8 ans. » La pièce a retenu ce qu'elle retenait. Puis Claire a tendu la main sur la table et a posé sa main sur le dossier de remise des diplômes, sans l'ouvrir, juste en posant sa main dessus, et a dit quelque chose que je ne m'étais pas préparé à recevoir. Nous l'avons cru, a-t-elle dit à propos des messages. Nous avons choisi de le croire et nous savons depuis 8 ans que nous nous sommes trompés et nous ne savions pas comment revenir à toi. Je suis resté un instant avec ce que ma mère avait dit. Non pas parce que je ne savais pas comment répondre, mais parce que je voulais répondre avec précision plutôt que par réflexe, et la précision exige un instant que les réflexes ne permettent pas.
Je m'étais préparé à la version de cette réunion où mes parents arrivaient avec le langage maîtrisé des personnes qui ont besoin de quelque chose et construisent le registre émotionnel le plus susceptible de le produire. Je ne m'étais pas entièrement préparé à la version où ma mère disait « nous avons choisi » plutôt que « nous ne savions pas » et mettait la gentilité exactement là où elle devait être. Cette distinction importait. Je voulais reconnaître qu'elle importait avant de dire quoi que ce soit d'autre. Je lui ai dit que j'entendais la différence entre ce qu'elle avait dit et ce qu'elle aurait pu dire. Je lui ai dit que c'était le bon mot et que l'utiliser signifiait quelque chose même si cela ne changeait pas ce que les 8 années avaient contenu. Puis je leur ai dit à tous les deux ce que j'étais venu dire, car j'avais décidé avant la réunion que l'honnêteté était le seul registre dans lequel il valait la peine d'opérer et que je le maintiendrais, quels que soient les résultats de la réunion. Je leur ai parlé de la nuit avant la remise des diplômes. L'email, le réveil, le sommeil qui est venu sans difficulté parce que les décisions étaient déjà prises. Je leur ai dit ce que le message vocal de Cédric avait confirmé. Non seulement son agressivité, mais ce que l'agressivité révélait, à savoir que sa première réaction face à la documentation avait été de la qualifier de fabriquée, et que leur première réaction à la documentation avait été de relayer sa caractérisation plutôt que d'examiner les preuves. Je leur ai dit que j'avais compris, en écoutant le message vocal d'Alain dans mon appartement ce soir-là, que la question n'était pas de savoir si les messages étaient réels. La question était de savoir s'ils auraient regardé les preuves différemment si c'était Cédric qui les avait présentées à mon sujet. Je ne leur ai pas demandé de répondre à cela. Ce n'était pas une question qui exigeait une réponse car nous savions tous quelle était la réponse, et la dire à voix haute ne produirait rien d'utile. Ce que j'ai dit à la place, c'est « Vous m'avez appris que la famille était une question de choix. Vous avez fait les vôtres à chaque moment qui comptait. J'ai fait les miens quand j'ai fait mes valises cette nuit-là. Je ne vous demande pas de porter cela différemment de ce que cela a réellement été. » Alain a regardé la table. Claire a gardé sa main sur le dossier de remise des diplômes. Aucun d'eux n'a dit quoi que ce soit pendant un instant, et j'ai laissé l'instant être ce qu'il était sans le remplir. Le représentant du cabinet de conseil est revenu, et la réunion s'est conclue professionnellement. Je les ai guidés à travers le cadre de partenariat, ce qu'Arcti pouvait fournir, à quoi ressembleraient les termes, ce que le chemin de restructuration exigeait de toutes les parties. J'ai répondu complètement aux questions du représentant. J'ai été précise sur les délais, les livrables et les attentes parce que la précision est ce que la restructuration exige et je n'allais pas compromettre la qualité professionnelle de la réunion à cause de ses dimensions personnelles. Les termes que j'ai structurés, Arcti dirige la restructuration et conserve la supervision opérationnelle pendant la période de redressement. Alain conserve une participation appropriée à sa participation originale. L'entreprise fonctionne sous le cadre de gestion d'Arcti pendant une période définie avec des objectifs de performance clairs avant toute transition de contrôle opérationnel. Cédric n'a aucun rôle dans l'entité restructurée. J'ai déclaré cela comme une évaluation des risques dérivés des conclusions de la due diligence. Je n'ai pas élaboré et je n'ai pas invité à en discuter. La due diligence parlait assez clairement. Le représentant a rassemblé ses documents et a indiqué qu'il nous contacterait pour les prochaines étapes. Je l'ai raccompagné dans le couloir et l'ai remercié pour son temps et je suis retourné dans la salle de conférence où mes parents étaient toujours assis. J'ai répondu au message de Cédric après la réunion par une seule ligne, la réunion a eu lieu. La décision est maintenue. Ne me contacte plus à ce sujet. Je n'ai pas eu de réponse. Je ne m'y attendais pas et je n'avais rien prévu pour cela. Alain a posé une dernière question avant leur départ. Il a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Pas à propos de l'entreprise. Il était clair à ce sujet, séparant délibérément la question de la question professionnelle que nous venions de conclure, à propos des 8 ans, à propos du matin de la remise des diplômes, à propos de la chose qui ne pouvait pas être restructurée par une feuille de conditions. J'ai réfléchi honnêtement à la question parce qu'il l'avait posée honnêtement et cela méritait une vraie réponse. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à faire concernant les 8 ans. Ils étaient arrivés et ils avaient la forme qu'ils avaient et aucune conversation n'allait modifier cette forme. Ce qui existait pour l'avenir était une relation professionnelle que j'honorais complètement et une relation personnelle que je n'allais pas planifier, négocier ou forcer vers une résolution qu'elle n'avait pas encore gagnée. Je lui ai dit que si quelque chose se développait, cela se développerait selon un calendrier qui m'appartenait, et non à leur besoin que cela aille plus vite, ni à l'absence de Cédric créant une vacance que j'étais censé combler. Le mien ? Il a hoché la tête. Claire s'est levée et a pris son sac. Elle a fait une pause à la porte de la salle de conférence. La même pause que j'avais vu Gauthier faire dans une autre histoire,
dans une autre vie. La pose d'un parent qui a quelque chose à dire et n'est pas certain que les mots soient assez grands pour ce qu'il essaie de dire. Elle les a trouvés quand même. Elle a dit, les sièges étaient vides. Je pense à ces sièges chaque année depuis. Je veux que tu le saches. J'ai regardé ma mère. Je sais, ai-je dit. J'y ai pensé aussi. Elle est partie. Alain a suivi. La porte de la salle de conférence s'est fermée. Je suis resté seul dans la pièce pendant un moment. La marque Arctis sur le mur. Le dossier de remise des diplômes sur la table, les documents d'études de cas au siège vide où mes parents avaient été assis. J'ai pensé à la nuit avant la remise des diplômes, à l'email envoyé, au réveil réglé, au sommeil qui est venu parce que les décisions étaient déjà prises. J'ai pensé à traverser la scène avec la section vide dans ma vision périphérique, mon nom appelé, le diplôme à la main, la salle de séminaire après, et la carte d'Olivier Fournier et l'appel que j'ai fait à la fin de cette semaine qui a tout déclenché. J'ai pensé à 8 ans de jours spécifiques qui se sont accumulés dans la pièce où j'étais assise. Les 14 mois de construction de la première version de la plateforme avec Baptiste et Aurélie, la signature du premier client, le tour institutionnel, l'équipe de direction. L'entreprise dont le nom était sur le mur et dont l'existence avait commencé comme un concept présenté dans une salle de séminaire à un panel qui incluait une personne qui m'a tendu une carte et m'a dit d'appeler. J'avais appelé. C'était toute l'histoire, vraiment. Pas les sièges vides, pas le message vocal de Cédric, pas les 8 ans de construction à distance délibérée de personnes qui avaient fait leur choix. Toute l'histoire était la carte et l'appel et les 8 ans passés à se présenter chaque jour pour construire quelque chose de réel à partir d'une idée que les personnes qui étaient censées croire en moi avaient qualifiée d'irréaliste. Ils l'avaient qualifiée d'irréaliste. C'était devenu la chose qui pouvait les sauver. J'ai pris le dossier de remise des diplômes et je l'ai remis dans mon sac. Puis je suis retourné au travail parce qu'Arctis avait une opération complète et que la journée n'était pas finie. Et j'avais passé 8 ans à comprendre que la construction ne s'arrête pas pour les moments qui lui donnent un sens. Elle continue juste. C'est ainsi qu'elle devient ce qu'elle est. Ils m'ont appris que la famille était une question de choix. Ils ont choisi Cédric à chaque moment qui comptait. 8 ans plus tard, dans ma propre salle de conférence, avec le nom de mon entreprise sur le mur et le projet de fin d'études de leur fils sur la table entre nous, j'ai fait le mien. J'ai choisi la personne que ces sièges vides n'ont jamais diminué. J'ai choisi le travail que l'idée irréaliste est devenue. Je me suis choisi. C'était le seul choix qui allait jamais être suffisant. Et il l'a été.